On dit que la meilleure des vengeances est de mener une belle vie. Mais je vais vous confier un petit secret. La vraie meilleure vengeance, c'est d'être assis à la même table que vos ennemis et de les laisser croire qu'ils ont déjà gagné. Bienvenue sur la chaîne. Prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement et rappelez-vous, les gens dans ces histoires ont eu toutes les chances de faire ce qui est juste. Ils ont simplement choisi de faire autrement. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner, vous allez adorer ce qui arrive. Le truc quand on est riche, c'est que personne ne vous croit quand vous avez l'air pauvre. Je le dis littéralement. Je conduis un vieux Renault Kangoo de 2006 avec une fissure sur le rétroviseur passager que je me promets de réparer depuis 3 ans. Je porte une montre Casio pas par ironie, pas comme une excentricité de milliardaire. Je l'aime bien, c'est tout. Elle donne l'heure. Elle n'a pas besoin d'être rechargée. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus d'une montre? Mon nom est François Coulon et depuis 22 ans, je suis le propriétaire de Coulon Marès Industries, un conglomérat de fabrication et de logistique qui trône discrètement au sommet de son secteur. Nous déplaçons des marchandises dans toute l'Europe. Nous employons un peu moins de 4000 personnes. L'année fiscale dernière, nous avons dégagé un chiffre qui ferait refroidir votre café si je vous le disais. Mais si vous m'abordiez un mercredi matin devant ma maison à Sarlat en Dordogne, alors que j'arrose mes tomates en chemise à carreaux et vieux sabots de jardin, vous me proposeriez un coupon de réduction, pas un siège au conseil d'administration. C'est exactement comme ça que je l'aime. Ma fille Lucie, que Dieu la bénisse, n'a pas hérité de mon amour pour l'invisibilité. Elle est vive. Elle est vive. Elle est belle. Nemos, elle est belle. Elle a le rire de sa mère et malheureusement le goût de sa mère pour les hommes dramatiques. Quand elle a ramené Clément Haillan à la maison pour la première fois il y a 3 ans, je lui ai serré la main, je l'ai regardé dans les yeux et je me suis dit « Cet homme n'a jamais entendu le mot « non » de toute sa vie. » On le remarque tout de suite. Il y a un éclat particulier chez ces gens-là comme si le monde entier les avait polis et bichonnés depuis leur naissance. Clément n'était pas une mauvaise personne, je veux être clair là-dessus. Du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. Il était intelligent, bien habillé et doté d'une assurance qui remplissait les pièces. Quand je l'ai discrètement soumis à notre processus de vérification interne, oui, j'ai enquêté sur le petit ami de ma fille, et je ne m'en excuse pas, ses chiffres étaient solides. Ses instincts étaient aiguisés. Alors quand Lucie m'a dit qu'elle était sérieuse avec lui, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait pour aucune embauche. En 22 ans, j'ai promu par émotion. J'ai fait de Clément Haillan le PDG de Coulon Marès Industries. Il n'avait aucune idée de pour qui il travaillait réellement. Pour Clément, il avait été chassé par un cabinet de recrutement prestigieux, interviewé par un panel de cadres et avait obtenu le poste par pur mérite, ce qui, pour être honnête, était en grande partie vrai. J'ai juste un peu graissé les charnières de la porte. Lucie savait bien sûr. Elle trouvait ça à la fois touchant et sénéo et insensé. « Tiens, bah papa » m'a-t-elle dit le soir où je lui ai annoncé assise au comptoir de ma cuisine, avec une infusion à la camomille, « Tu te rends compte que c'est le scénario d'un feuilleton télévisé ?»« Je préfère y voir une planification familiale stratégique, lui ai-je répondu. Elle m'a lancé le regard. Vous les pères, vous connaissez ce regard, celui qui dit « je t'aime, mais tu es complètement timbré ». Pendant 14 mois, tout s'est bien passé. Clément gérait l'entreprise avec brio mieux que ce que j'espérais pour être honnête, ce qui à la fois me plaisait et m'agaçait, car cela signifiait que Lucie avait de meilleurs goûts que ceux que je lui accordais, et je n'étais pas encore prête à l'admettre. Puis un jeudi soir de mars, Clément m'a appelé. Pas en tant que gendre. Il m'a appelé comme il le faisait toujours, chaleureux, respectueux, un peu théâtral comme le sont les jeunes cadres quand ils pensent s'adresser à un vieil homme un peu simple. « François, a-t-il dit, j'aimerais que tu viennes dîner pour rencontrer mes parents officiellement. Ils sont en ville pour le week-end. Pour tout te dire, ils posent des questions sur toi depuis un moment. » Quelque chose a bougé dans mon estomac quand il a dit ça.
Pas une alarme exactement, plutôt ce sentiment que l'on a quand un mot nous semble familier, mais qu'on ne parvient pas à se rappeler où on l'a entendu. « Il pose des questions sur moi », ai-je demandé. « Ouais », a-t-il répondu, et il y a eu une pause d'une demi-seconde, juste un peu trop longue. « Tu sais comment sont les parents. Ils veulent savoir avec qui leur fils s'est marié. » J'ai failli dire non. Mon instinct parlait haut et fort. Mais il y a une version de moi, celle qui a passé 30 ans à construire quelque chose à partir de rien, celle qui a été testée et qui en est ressortie intacte, qui ne fuit pas devant les pressentiments. Elle marche vers eux lentement, les mains dans les poches. « D'accord, » ai-je dit. « Dis-moi où. » Le restaurant s'appelait « L'Écrin », le genre d'endroit où le menu n'affiche pas de prix, et où les serveurs se présentent par leur prénom en vous regardant dans les yeux comme s'ils y avaient été entraînés. J'ai porté ma chemise à carreaux la plus propre exprès. Clément m'a accueilli à la porte fraîchement sortie de chez le barbier, portant une veste qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il a regardé ma chemise et à son honneur, à son véritable honneur, il n'a pas bronché. « Tu es superbe », a-t-il dit. « J'ai surtout l'air d'un homme qui a trouvé une place de parking », ai-je répliqué. Il a ri. Pas moi. À l'intérieur, Stéphane et Noémie Hayan étaient déjà installés. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose sur les premières impressions. D'après mon expérience, les gens qui ont quelque chose à se reprocher surjouent toujours la cordialité quand ils vous rencontrent. Ils sont trop chaleureux, trop accueillants. Le sourire arrive avant le regard. Stéphane Hayan s'est levé et m'a serré la main avec ses deux mains, la poignée de main double qui signifie soit que vous êtes profondément sincère, soit que vous êtes profondément calculateur, et a dit « François, nous avons tellement entendu parler de vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Asseyez-vous. Noémie m'a touché le bras et a dit que j'avais l'air merveilleusement décontracté. Ce qui est la façon polie dans un restaurant étoilé de dire qu'elle avait repéré ma chemise à carreaux et l'avait classée dans la catégorie « sans danger ». Parfait. Nous avons commandé. Nous avons échangé des banalités. Clément parlait de l'entreprise avec prudence comme il le faisait toujours avec moi, restant vague, parce qu'il pensait être de la courtoisie professionnelle. Stéphane m'a interrogé sur ma petite propriété en Dordogne que Lucie avait apparemment mentionnée. Je lui ai dit que je faisais pousser des tomates. Il a hoché la tête de la façon dont les gens hochent la tête quand ils ont arrêté d'écouter. Et puis environ 40 minutes plus tard, juste entre le plat principal et le moment où je commençais à me dire que j'avais peut-être tout imaginé. Stéphane Hayan a glissé la main dans la poche intérieure de son blazer. Il en a sorti une enveloppe couleur crème épaisse, le genre d'enveloppe qu'on n'achète pas au bureau de tabac du coin. Il l'a posée sur la table devant moi, doucement, délibérément, de la manière dont on pose un objet quand on veut que l'autre comprenne que ce qu'il contient est crucial. Il a croisé les mains. Noémie a saisi son verre de vin. Clément, et c'est la partie qui me revient sans cesse à l'esprit. Clément a baissé les yeux vers son assiette. « François, a dit Stéphane, sa voix baissant d'un ton pour signaler la fin des politesses, nous voulions nous asseoir avec vous depuis longtemps. Il y a des choses concernant le passé, votre histoire, qui méritent une conversation. » J'ai regardé l'enveloppe. J'ai regardé Stéphane. J'ai regardé Clément qui étudiait toujours son saumon comme s'il lui devait de l'argent. Et je me suis dit, on y est. 22 ans de construction, 22 ans de silence, 22 ans à croire que ce qui s'était passé avec Victor Marais était resté enterré là où je l'avais mis. J'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu une lente gorgée. « Stéphane, ai-je dit en le reposant avec un clic discret, avant que j'ouvre ceci, je pense que vous devriez savoir une chose sur moi. » Il a souri patient, confiant, le sourire d'un homme qui pense tenir tous les atouts. « Je vous écoute, » a-t-il dit. Je me suis penché en avant. Je ne m'assois jamais à une table que je n'ai pas déjà retournée. L'enveloppe trônait entre nous comme une grenade dégoupillée. Et personne à cette table, ni Stéphane, ni Noémie, ni même Clément, ne savait lequel d'entre nous tenait déjà la goupille.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites-nous une petite faveur, abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais ça ne vous coûte rien, et ça signifie tout pour nous. Merci sincèrement. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. C'est important parce que tout ce jeu, et ne vous y trompez pas, c'était absolument un jeu dépendait de qui allait scier le premier. Stéphane Haillan avait passé ce que j'imaginais être un temps considérable à préparer ce moment. Le restaurant, le timing, l'enveloppe, crème placée au millimètre près. C'était une chorégraphie, et une chorégraphie ne fonctionne que si l'autre personne suit les pas que vous avez tracés pour elle. Je n'avais aucune intention de danser, alors j'ai repris ma fourchette, j'ai coupé mon entrecôte, j'ai mâché lentement et j'ai laissé le silence s'installer à table comme un cinquième invité que personne n'avait convié. Noémie s'est agitée sur sa chaise. Le sourire patient de Stéphane a commencé à se fissurer. Clément n'avait toujours pas levé les yeux. Enfin, après ce que j'ai compté comme 45 secondes très satisfaisantes, j'ai posé ma fourchette, essuyé ma bouche avec ma serviette en tissu et j'ai saisi l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photocopies, mes propres organisés, avec cette netteté délibérée qui trahit le passage d'un avocat. Je ne les ai pas lus immédiatement. Je n'en avais pas besoin car dès que mes yeux se sont posés sur le nom en haut de la première page, ma poitrine est devenue glaciale et totalement calme à la fois. Victor Maret. Laissez-moi vous parler de Victor Maret. En 1987. Victor Maret et moi étions associés. Nous avions 26 ans, nous étions fauchés de cette manière spécifique aux jeunes hommes qui ont une ambition démesurée et zéro capital. Et nous avions un plan pour construire quelque chose, une petite unité de fabrication à Lyon. Rien de glamour. Des pièces métalliques pour l'équipement industriel. Le genre d'entreprise qui ne fait pas la une des journaux, mais qui fait tourner le monde. Pendant 4 ans, nous l'avons bâti ensemble. Et pendant 4 ans, j'ai ignoré tous les signes montrant que Victor n'était pas l'homme que je croyais. Il détournait de l'argent. Pas de manière spectaculaire, pas d'un coup. Comme travaillent les termites qui aident silencieusement avec constance jusqu'à ce que la structure soit creuse et que vous ne vous en rendiez compte qu'en vous appuyant sur le mauvais mur. En 1991, Victor avait siphonné suffisamment de nos comptes bancaires en juin pour financer une opération séparée, un concurrent construit entièrement sur le dos de clients qu'il avait démarchés en utilisant nos contacts exclusifs et mes relations. Quand je l'ai découvert, je n'ai pas hurlé. Je suis devenu très silencieux. J'ai passé 6 mois à tout documenter, chaque transaction, chaque contrat détourné, chaque signature falsifiée. Et quand j'en ai eu assez, quand le dossier fut assez épais pour l'anéantir de 17 façons différentes, je me suis assis face à Victor Maret dans ce même petit bureau de Lyon. Et je lui ai donné un choix à partir, dissoudre sa firme concurrente, céder ses parts restantes et disparaître. Ou alors, je portais tout ce que j'avais au procureur de la République et il passait la décennie suivante à s'expliquer devant un jury. Victor Maret a choisi de disparaître. J'ai reconstruit seul et j'ai juré de ne plus jamais faire confiance à un associé. Ce que je ne savais pas, ce que je n'avais aucun moyen de savoir, c'est que Victor Maret avait un jeune frère de 15 ans, son cadet, un garçon qui avait peut-être 11 ans quand tout cela est arrivé. Un garçon qui a grandi en n'entendant qu'une version de l'histoire, celle d'un homme brisé, qui n'a jamais admis ce qu'il avait réellement fait. Un garçon nommé Stéphane. J'ai levé les yeux des documents. Stéphane m'observait avec l'intensité focalisée d'un homme qui a attendu ce moment précis pendant très longtemps. « Où avez-vous eu ça ?» ai-je demandé calmement. « Victor tenait des registres, » a dit Stéphane. « Ses propres registres. Tout ce que vous lui avez fait, François. Chaque menace, chaque ultimatum, la façon dont vous l'avez forcé à quitter une entreprise qu'il avait aidé à bâtir. » J'ai hoché la tête lentement. « Et vous gardez ça depuis combien de temps ?»« Assez longtemps, » a-t-il dit. « Victor est décédé il y a 4 ans, un cancer du poumon. Il est mort sans rien, François, rien à cause de ce que vous lui avez pris. Et c'était là le chagrin sous la stratégie. Je veux être honnête avec vous, je l'ai ressenti.
Un petit pincement au cœur pour la version de cette histoire qui était réelle pour Stéphane parce qu'il y croyait sincèrement. « Stéphane, ai-je dit avec précaution, je suis désolé pour votre frère. Je n'ai que faire de vos condoléances. Je sais. Qu'est-ce que vous voulez? Il s'est penché en avant. Je veux que vous démissionniez discrètement de tout rôle que vous occupez encore chez Coulomb-Marais. Je veux un accord financier formel, le montant est dans l'enveloppe versée à ma famille en guise de restitution pour ce que Victor a perdu. Et je veux que ce soit fait avant que le nom de mon fils ne soit attaché à ce qui suivra. » Et c'est là que Clément a enfin levé les yeux. Je veux décrire ce que j'ai vu sur le visage de Clément Haillan à ce moment-là car c'est d'une importance capitale pour la suite. Ce n'était pas le visage d'un conspirateur. C'était le visage d'un homme qui venait d'entendre quelque chose qu'il n'était pas tout à fait prêt à entendre à voix haute. Sa mâchoire s'est contractée. Ses yeux passaient de son père à moi, et vice-versa avec cette panique particulière de quelqu'un à qui on a dit que c'était juste un dîner, et qui réalisait maintenant que ça n'avait jamais été juste un dîner. « Et papa » a commencé Clément. « Clément » La voix de Stéphane était une porte close. Clément a fermé la bouche. J'ai observé cet échange et je l'ai archivé mentalement. « Depuis quand es-tu au courant » ai-je demandé directement à Clément. Il a ouvert la bouche, l'a refermée à regarder son père. « Clément » ai-je dit plus doucement cette fois, « c'est à toi que je demande, pas à lui. » Ah. Il a expiré, s'est frotté la nuque. « Je savais qu'il y avait un passif entre nos familles. Mon père me l'a dit quand Lucie et moi sommes devenus sérieux, a-t-il dit. Il a dit qu'il y avait une dette à régler et que le fait que je sois proche de toi était... » Il s'est interrompu. « Était quoi ?» ai-je dit. « Une opportunité. » Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Noémie a choisi ce moment pour poser sa main sur la mienne avec une chaleur si artificielle que j'ai failli vérifier s'il n'y avait pas un code barre. « Eh, François, cela n'a pas besoin d'être désagréable, » a-t-elle dit. « Nous sommes une famille maintenant. Il s'agit simplement de réparer les choses. » Et tant que même semble. J'ai regardé sa main sur la mienne. J'ai regardé son visage. J'ai regardé ce sourire qui était prêt et attendait depuis avant mon arrivée. « Noémie, ai-je dit plaisamment, j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce qui va suivre. Parce que voici le truc à propos d'un homme qui fait ce métier depuis 30 ans, on ne rentre pas dans une pièce comme celle-ci les mains vides. Pas quand votre instinct a passé la semaine entière avant le dîner à vous murmurer à l'oreille. Pas quand un nom comme Victor Marais traîne encore quelque part dans votre passé. J'avais passé quelques coups de téléphone de mon côté, j'ai posé ma propre enveloppe sur la table, plus petite blanche d'apparence banale. Les dossiers de Victor sont incomplets, ai-je dit. Ce qui est logique, car un homme qui construit un faux récit a tendance à ne garder que les pages qui soutiennent sa version. Les yeux de Stéphane sont tombés sur mon enveloppe. Ce que j'ai ici, ai-je poursuivi, ce sont les relevés bancaires originaux de notre compte joint entre 1989 et 1991. Les schémas de retrait. Les virements vers une société écran enregistrée au nom de jeune fille de la femme de Victor. La correspondance incluant 3 emails dans lesquels Victor discutait explicitement de son plan pour copier notre liste de clients et lancer une firme concurrente en utilisant nos infrastructures. J'ai aussi un témoignage sous serment d'un homme nommé Daniel Puy, l'expert comptable de Victor à l'époque, qui a 71 ans, est en parfaite santé et tout à fait disposé à témoigner de ce qu'il a traité sur les instructions de Victor. Le visage de Stéphane avait changé. La confiance patiente s'était envolée. À sa place, il y avait quelque chose de brut, quelque chose qui ressemblait sous la colère presque à de la détresse. « Vous l'avez détruit » a-t-il dit. Sa voix avait perdu son vernis mondain. « Il s'est détruit de lui-même » ai-je dit. Et
Ensuite, il vous a laissé une histoire qui lui permettait de se croire victime jusqu'au bout au lieu de regarder en face ce qu'il était devenu. Vous l'avez menacé, vous l'avez forcé. Vous l'avez menacé, vous l'avez forcé. Je lui ai donné le choix, ai-je dit. Le même choix que la loi lui aurait donné, mais avec beaucoup moins d'humiliation publique. Ce qu'il a fait de ce choix ne dépendait que de lui. Stéphane s'est levé. Pas de façon théâtrale, juste le lent redressement d'un homme dont les jambes ont pris une décision avant que son cerveau ne suive. Noémie lui a touché l'arme. « Asseyez-vous, Stéphane, ai-je dit doucement. « S'il vous plaît, parce que cette conversation n'est pas terminée. Et la partie qui reste, celle qui compte vraiment, concerne votre fils. » Et pour la première fois depuis que je m'étais assis, j'ai vu sur son visage quelque chose qui n'était ni de la panique, ni de la mise en scène, ni l'assurance répétée d'un homme élevé, dans l'idée que le monde s'organiserait autour de lui. J'ai vu quelque chose qui ressemblait étrangement à de la honte. « Et Clément ?» ai-je dit. « J'ai besoin de te dire quelque chose et j'ai besoin que tu m'écoutes, comme si j'étais juste François. » Pas ton beau-père, pas un vieux monsieur en chemise à carreaux, juste François. Il a hoché la tête à peine, mais il a hoché. Je me suis penché en avant. Je sais qui tu es. Je le sais depuis avant que tu franchisses la porte de ma fille. Et ce que je vais te dire va changer absolument tout ce que tu penses avoir compris de ta vie ces 14 derniers mois. Le serveur est apparu au bord de la table. « Non, puis-je vous proposer un dessert ?» a-t-il demandé joyeusement. Tous les quatre, nous l'avons fixé. Il a reculé lentement. Clément Haillan était sur le point de découvrir que le vieil homme tranquille en chemise à carreaux n'était pas un invité dans son monde. Il en était l'architecte. Et les plans étaient sur le point d'être étalés sur la table. Si vous écoutez depuis un moment et que vous voulez que des histoires comme celle-ci continuent d'arriver, cela aide vraiment si vous cliquez sur le bouton « J'aime » et si vous vous abonnez. 97% des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui permet à tout cela de fonctionner. Alors merci vraiment. Je veux vous dire quelque chose sur le mot « révélation ». Les gens pensent qu'une révélation est spectaculaire. Ils pensent qu'elle s'accompagne de cris de doigts pointés et de quelqu'un qui quitte la pièce en claquant la porte. Ils ont regardé trop de films. D'après mon expérience, les révélations les plus dévastatrices se font avec les voix les plus calmes, celles qui n'ont pas besoin de volume, parce que les mots eux-mêmes sont assez lourds pour clouer un homme à sa chaise, sans même le toucher. Je me suis versé un verre d'eau, j'ai bu une gorgée, je l'ai reposé et j'ai commencé. « Ah, Clément !» ai-je dit. « Ah, que sais-tu de la façon dont tu as obtenu ton poste ?» Il s'est redressé légèrement. Le réflexe du PDG, le rassemblement automatique de contenance que je l'avais vu déployer dans les salles de conseil pendant plus d'1 an. « J'ai été chassé », qu'a-t-il dit. « Cabinet de recrutement de cadres. J'ai passé des entretiens avec le conseil d'administration. C'était un processus compétitif. »« Ça l'était » ai-je acquiescé. « Complètement légitime. Tes chiffres étaient excellents. Tes instincts étaient nés bons. Je veux que tu gardes bien cette partie en tête parce qu'elle est vraie et qu'elle compte. » Qu'est-ce que tu veux dire par « garder cette partie en tête » ? Je veux dire, ai-je dit lentement, que le cabinet de recrutement qui t'a contacté a été engagé par moi. Le conseil d'administration que tu as rencontré me rendait compte. Le poste que tu occupes depuis 14 mois, celui avec le bureau d'angle au 19e étage, la voiture de fonction, et le salaire que je connais par cœur parce que c'est moi qui l'ai approuvé, existe au sein d'une entreprise que je possède entièrement. Et ce depuis 22 ans. Son front s'est plissé puis s'est figé. Son visage a alors fait ce que je ne peux décrire que comme un arrêt système progressif, comme un ordinateur, à qui on a fourni une information incohérente et qui cesse simplement de traiter les données. « Tu es... » a-t-il commencé. « François Coulon, ai-je dit, fondateur et unique propriétaire de Coulon Marais Industries. Le Marais, dans le nom, était celui de Victor. Je l'ai gardé parce que j'ai bâti cette boîte sur la leçon qu'il m'a apprise
et que je ne voulais jamais l'oublier. Tu diriges mon entreprise, Clément, tu rends des comptes à mes cadres, tu signes mes contrats assis dans un fauteuil où c'est moi qui t'ai placé. Silence absolu. Stéphane s'était rassis à un moment donné. Je n'avais pas remarqué quand. Il ressemblait à un homme regardant un édifice qu'il avait passé des années à construire, s'effondrer doucement sur lui-même, étage par étage. « Pourquoi » a demandé Clément. C'est sorti d'une voix plus jeune qu'il ne l'aurait voulu dépouiller de son assurance de bureau, juste un homme posant une question sincère. « Pourquoi ferais-tu une chose pareille » Noémie a émis un son entre le hoquet et le ricanement. Alors tout cela n'était qu'une sorte de test. « Non », ai-je dit en me tournant vers elle avec une patience que je veux que vous sachiez tout à fait sincère. C'était simplement moi agissant en tant que père. Il y a une différence. J'ai laissé un instant à Clément car ce que je venais de lui poser sur les épaules était un poids immense et je ne suis pas un homme cruel. Je voulais qu'il retrouve l'équilibre avant la suite car la suite allait exiger de lui une décision. Et les décisions prises en pleine chute libre sont rarement celles que l'on assume plus tard. Il a passé ses deux mains dans ses cheveux, a expiré par le nez à fixer la nappe pendant un long moment. Puis il a regardé son père, et j'ai vu quelque chose changer dans les yeux de Clément haillant que je n'avais pas prévu. Ce n'était plus de la confusion. Ce n'était pas vraiment de la honte non plus. C'était quelque chose de plus froid et de plus lucide. « Depuis quand » a-t-il dit à Stéphane. Calme direct. Stéphane n'a rien dit. Enfin, papa. La voix de Clément avait un tranchant que je n'avais jamais entendu. Depuis quand sais-tu qui est François? Depuis quand? Stéphane a ajusté ses boutons de manchette, une tactique de diversion si transparente que c'en était presque triste. J'ai commencé à me douter quand tu m'as dit le nom de la boîte Coulon-Marais. Victor m'avait mentionné Coulon il y a des années, j'ai fait quelques recherches. Quand je t'ai dit le nom de la boîte, a répété lentement Clément, c'est-à-dire avant que Lucie et moi soyons fiancés. Je protégeais notre famille. Tu m'as positionné, a dit Clément. Les mots sortaient plats et précis comme s'il lisait un constat. Tu as découvert pour qui je travaillais et tu as vu une opportunité. Tu m'as laissé tomber amoureux de Lucie. Tu m'as encouragé parce que tu pensais que j'étais ton ticket d'entrée. Noémie a cherché la main de son fils. Mon chéri, ton oncle Victor mérite... Pas mon citoyen assis, moi, qui baume. Ah, ne fais pas ça. Clément a retiré sa main. Ne mêle pas Victor à ça maintenant. Je suis resté très immobile parce que ce qui se passait de l'autre côté de la table n'avait plus rien à voir avec moi, mais tout à voir avec un jeune homme voyant son père tel qu'il est peut-être pour la première fois. Et la seule chose juste à faire à ce moment-là était de ne rien faire du tout. Stéphane a tenté une autre approche, l'angle du père, celui qui ressort quand la logique échoue. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille, Clément. Cet homme a tout pris à ton oncle, à notre famille. Tu étais enfin en position de... De quoi? La voix de Clément a craqué sur le mot puis s'est durcie immédiatement, après comme le font les voix des jeunes hommes qui refusent de laisser l'émotion finir une phrase. De t'aider à extorquer mon beau-père, d'utiliser la famille de ma femme pour régler une rancune de 30 ans basée sur une histoire. Une histoire qui, d'après ce que François vient de poser sur cette table, n'était même pas vraie. Ah. Stéphane n'avait aucune réponse à cela. J'ai repris mon verre d'eau, surtout pour donner une contenance à mes mains. Après un long moment, Clément s'est tourné vers moi. Son visage était posé délibéré. Je le reconnaissais. C'était le visage qu'il arborait en entrant dans les réunions de crise. S'étais-je réalisé avec une fierté discrète que je gardais pour moi le visage d'un PDG. « Je te dois des excuses, a-t-il dit. « Non, ai-je répondu. Tu ne savais pas. » J'en savais assez pour sentir que quelque chose clochait ce soir, et je suis venu quand même, a-t-il dit. Je suis resté assis à cette table pendant que mon père posait cette enveloppe devant toi, et j'ai regardé mon assiette. Ce n'est pas l'homme que je veux être. Ah, c'est des motisenetina. Je l'ai regardé longuement. Non, ai-je dit, ça ne l'est pas.
Et le fait que tu le saches est exactement la raison pour laquelle tu auras toujours ton poste lundi matin. Quelque chose est passé sur son visage, un soulagement qui essayait de rester digne. Quant à vous, ai-je dit en me tournant vers Stéphane. Il a redressé le menton, la dernière posture d'un homme qui a perdu mais n'a pas fini de faire semblant. Ces documents que vous avez apportés ce soir, ai-je dit en désignant l'enveloppe crème sur la table, sont incomplets, trompeurs, et au vu de ce que j'ai présenté à côté, totalement inoffensifs pour moi. Je veux que vous le sachiez. Je veux que vous compreniez que vous êtes venu ici ce soir avec ce que vous pensiez être une arme et que cela s'est avéré n'être que la photo d'une arme. Stéphane ne disait rien. Sa mâchoire travaillait mais aucun son ne sortait. Je ne vais pas engager de poursuite judiciaire contre vous, ai-je poursuivi. Non pas parce que je ne le pourrais pas, mais parce que Victor était votre frère et que le chagrin pousse les gens à faire des choses que la version saine d'eux-mêmes ne ferait jamais. Je comprends cela. Je suis sincèrement désolé de la façon dont il vous a raconté cette histoire, et je suis désolé que vous ayez passé des années à la porter. Les yeux de Noémie étaient mouillés. Elle fixait la nappe. J'ai failli avoir de la peine pour elle. Presque. Molly. Mais j'ai besoin que vous entendiez cette dernière chose, ai-je dit clairement, parce que je ne le dirai qu'une fois. Je me suis penché en avant. Mais que Clément est le PDG de mon entreprise, Lucie est ma fille, et depuis son 25e anniversaire, il y a 3 mois, l'actionnaire majoritaire de cette même entreprise. Votre fils est entré par alliance dans ce que vous avez passé des années à essayer de dérober. Et la seule raison pour laquelle tout cela reste à sa portée, et par extension à celle de votre famille, c'est parce qu'il vient de me prouver au cours des 10 dernières minutes, qu'il n'est pas vous. Et c'est quand Toba qui en m'a pas dit. Le silence qui a suivi cette phrase a été le silence le plus coûteux que j'ai jamais acheté, et je n'ai pas dépensé un seul euro pour l'obtenir. Stéphane Haillan a pris sa serviette, l'a pliée et l'a posée sur la table à côté de son assiette. Le geste d'un homme qui n'a plus rien à faire de ses mains. « Nous devrions y aller », a-t-il dit à Noémie. Silencieusement, elle a hoché la tête. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas regardé Clément. Ils se sont levés. Stéphane a porté la main à sa veste par réflexe, je pense, vers l'enveloppe, puis s'est arrêté. Il l'a laissé là, malin. Il s'est arrêté à l'épaule de Clément en sortant. « Et si moi mais fils, je t'appellerai. C'était domo. » Clément a répondu, « Plus tard, pas ce soir, plus tard. » Et la distance contenue dans ces 2 mots aurait pu remplir tout le restaurant. Stéphane et Noémie Haillan ont quitté l'écrin et je les ai regardés partir en ne ressentant rien de dramatique, juste le sentiment calme et apaisé d'une affaire restée en suspens pendant 30 ans que l'on finit par ranger proprement sur une étagère. Clément et moi sommes restés assis en silence un instant. Le serveur est réapparu, béni soit-il, avec l'assurance d'un homme qui avait décidé que l'orage était passé. « Un dessert » a-t-il demandé. Clément m'a regardé. J'ai regardé Clément. « Vous savez quoi » ai-je dit. « Oui, c'est quoi le truc au chocolat ?»« De comme ça » ai-je commandé. « Et du café. Du vrai café, pas de la lavasse décaféinée. »« Peu c'est ton diamant, dit-mine. » Le serveur a disparu. Clément a laissé échapper un soupir qui semblait attendre depuis avant les entrées. « François » a-t-il dit. « Oui, Vétok, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois toujours honnête avec moi. » Il m'a regardé droit dans les yeux. « Est-ce que tu me fais vraiment confiance pour diriger la boîte pas en tant que mari de Lucie? En tant que PDG ?» J'ai considéré la question avec toute l'attention qu'elle méritait. « Il y a 6 mois, ai-je dit, tu as restructuré la chaîne de distribution du Grand Est et tu nous as fait économiser 4,3 millions d'euros par an. Tu l'as fait sans qu'on te le demande. Tu as identifié le problème, construit la solution et tu l'as présenté au conseil avant même que je sache qu'il y avait un souci. » J'ai marqué une pause. « Alors oui, je te fais confiance. » Il a hoché la tête lentement, assimilant l'information.
Mais, ai-je ajouté, il a levé les yeux. Lundi matin, toi et moi, nous allons avoir une vraie discussion. Pas de beau-père à gendre, pas de propriétaire, à PDG d'homme à homme. Une conversation honnête sur ce que nous savons tous les deux et sur la façon dont nous avançons. Plus de zones d'ombre. Plus de mystère sur la chemise à carreaux. Le coin de sa bouche a frémi. Tu ne vas vraiment pas arrêter de porter ces chemises, n'est-ce pas? Bah. La chemise à carreaux est non négociable, ai-je affirmé fermement. Il a ri un vrai rire, la première chose authentique que j'entendais de sa part de toute la soirée. Les moelleuses au chocolat sont arrivées. Nous les avons mangées. Le chocolat était indécemment bon. J'ai pris note de laisser un pourboire généreux au serveur en sortant car franchement il l'avait mérité. Je suis rentré chez moi dans mon Renault Kangoo de 2006 avec son rétroviseur fissuré. La ville défilait derrière les vitres et je la laissais faire. J'ai pensé à Victor Marez, au jeune homme qu'il était avant que l'avidité ne le happe. J'ai pensé à Stéphane assis quelque part ce soir avec une histoire qu'il allait devoir reconstruire depuis les fondations. J'ai pensé à Clément rentrant chez ma fille, essayant de trouver comment expliquer une soirée qui avait bouleversé toute sa compréhension de sa propre vie. J'ai pensé à ce que signifie bâtir quelque chose, pas seulement une entreprise, mais une façon de traverser le monde qui fait que quand quelqu'un finit par s'en prendre à vous, et quelqu'un finit toujours par le faire, vous n'êtes pas pris au dépourvu à une table de restaurant. Vous êtes déjà chez vous. Je me suis garé dans mon allée, je suis resté dans le véhicule 1 minute. J'ai regardé ma maison modeste, chaleureuse, éclairée de l'intérieur, parce que Lucie était passée plus tôt et qu'elle n'oublie jamais de laisser la lumière de la cuisine allumée. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Clément. J'ai tout dit à Lucie. Elle dit que tu es impossible et qu'elle t'aime. Elle dit aussi que l'histoire de la chemise à carreaux hauts est embarrassante et elle est d'accord avec moi. J'ai souri à mon écran dans le noir et j'ai répondu « Dis-lui que c'est la chemise à carreaux qui a bâti son héritage ». J'ai remis le téléphone dans ma poche, je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à ma porte d'entrée. Quelque part, à l'autre bout de la ville, Stéphane Haïtien était assis avec une enveloppe vide et une histoire pleine de trous. Et moi je rentrais m'occuper de mes tomates. Certains hommes bâtissent des empires pour prouver quelque chose. François Coulon a bâti le sien pour protéger quelque chose. Il y a une différence. Et ce soir, enfin, tout le monde autour de la table l'avait comprise.